on plonge dans un univers de précarité, de marchands de sommeil aussi. Et il y a quand même une lueur d'espoir, c'est la solidarité féminine, la sororité. C'est là aussi, c'est peut-être la seule chose qui reste quand il n'y a finalement que l'injustice et l'appât du gain. C'est finalement un message d'espoir. Bah, ouais, dans les nouvelles, de toute façon, il y a beaucoup de noir, c'est vrai, mais il y a aussi quand même souvent, justement, ces notes d'espoir, ces lumières qui viennent un peu éclairer la noirceur de mes écrits. Donc, j'essaie toujours quand je décortique la nature humaine, j'essaie toujours de voir un peu les facettes effectivement les plus sombres, mais aussi les facettes les plus belles, en fait. Donc, dans cette nouvelle-là, effectivement, c'est cette solidarité, cette entraide entre des gens qui n'ont pas grand-chose, en fait, hein, qui n'ont même quasiment rien, qui galèrent au jour le jour, qui vraiment font tout pour s'en sortir, mais n'y arrivent pas. Mais il reste ça, effectivement, il reste cette entraide qu'ils peuvent avoir, et l'amitié aussi. Il y a l'entraide, mais il y a l'amitié aussi, il y a les liens qui se créent. Finalement, on est dans la même situation, on a les mêmes problèmes, ça crée aussi un lien. Et oui, là pour le coup, j'ai pris effectivement des femmes qui étaient dans des situations vraiment précaires. Et ça m'intéresse aussi de voir un peu comment notre société... Enfin, on dit toujours, oui, alors ceux qui n'ont pas de domicile fixe ou ceux qui sont dans des logements insalubres, etc. On a l'impression qu'on n'avance pas sur ce sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai 55 ans, je me dis, quand j'étais petite, déjà, c'était le cas, quoi. J'ai l'impression qu'on n'évolue pas. J'ai l'impression que même on évolue, mais dans le mauvais sens. Hein. J'ai l'impression que ça s'aggrave d'année en année, et qu'on n'arrive pas, dans un pays comme le nôtre, qui est un pays développé, qui est quand même une puissance mondiale, on n'arrive pas à faire évoluer ça, à faire en sorte que les gens ne soient plus dans ces situations-là, ne dorment plus dans des endroits insalubres, avec des enfants, etc. On a l'impression qu'on n'arrive pas à régler le problème. Alors, moi je ne sais pas comment faire pour le régler, hein. Je n'ai pas de solution miracle, là, mais je me dis quand même... encore aujourd'hui, non, c'est toujours pareil. Il y a toujours des gens qui dorment dans la rue, qui dorment dans leur voiture alors qu'ils travaillent. Il y a toujours des gens qui dorment dans des logements complètement insalubres et en plus qui payent un loyer quand même assez important. Enfin, bon, malgré des aides qui sont mises en place, etc. Donc ça veut dire que soit les aides elles sont mal, je sais pas moi, distribuées. Je sais pas où ça pêche, mais en tout cas. Je sais que j'aimerais, moi, pouvoir me dire que je vis dans une société où il n'y a plus de gens qui dorment dans les rues, quoi. Sauf s'ils l'ont choisi, mais enfin, ça ne va pas être le cas de beaucoup de gens. Hein. Je pense que s'ils dorment dans la rue, c'est qu'ils n'ont pas choisi, ou des gens qui dorment dans leur voiture. Moi, à chaque fois que je vois quelqu'un comme ça, allongé sur le trottoir, moi, ça me fait vraiment quelque chose de fort, et ça me bouleverse, quoi. Donc, j'aimerais vraiment... qu'on arrive enfin à faire quelque chose pour lutter contre ça, mais je vois que ça n'évolue pas. Et je me demande si un jour ça évoluera, je ne sais pas. Et j'ai même l'impression que ça pourrait partir dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me dis, ça pourrait encore s'aggraver. Et d'ailleurs, je crois que ça s'est aggravé, puisque j'ai vu des chiffres il n'y a pas très longtemps sur le nombre de sans-abri, et je crois qu'en 8 ans, il a presque doublé. Donc, effectivement, j'ai bien le sentiment que ça ne s'arrange pas du tout, au contraire. Et moi, ça me perturbe vraiment de vivre dans une société où il y a encore des gens qui dorment dans la rue ou dans leur voiture. Ça me perturbe beaucoup. Et surtout une société dans laquelle on a des milliardaires, multimilliardaires qui sont encore plus milliardaires qu'avant. Ah oui, oui, c'est possible qu'il y ait un lien. Peut-être. Alors, c'est très varié, hein. Je me répète, je suis désolé, et je vais bientôt d'ailleurs vous laisser la parole, parce que c'est quand même important que vous puissiez dialoguer avec Karine. Peut-être juste un petit mot sur Au revoir les enfants, une nouvelle très forte, aussi très poignante, l'itinéraire d'Yvonne,
rescapé des camps nazis, qui est seul pendant la pandémie, dans un EHPAD. Dans un EHPAD. Et cette trajectoire-là, forcément, elle interpelle. Elle Alors, dit, j'ai survécu aux nazis, mais je peux bien survivre au coronavirus. En fait, ce que je voulais, c'était essentiellement... Alors, c'est vrai que je l'ai écrite pendant la pandémie, cette nouvelle. J'étais en train d'écrire un recueil de nouvelles, justement. Et en fait, j'avais envie d'écrire à la fois sur ces personnes dont elle fait partie, c'est-à-dire les justes, ceux qui ont sauvé, effectivement, des enfants juifs des rafles nazies. J'avais envie aussi d'écrire en même temps sur la façon dont notre société traite les personnes âgées, parce que ça aussi c'est quelque chose qui, je trouve, il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et donc j'ai mêlé tout ça avec ce personnage qui se retrouve donc, qui est très âgé, qui se retrouve, qui en est pas depuis un petit moment, et arrive la fameuse pandémie, donc toutes les portes se ferment, etc. Et elle en profite pour... elle se dit, je vais peut-être écrire sur ce que j'ai vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, sur ce que j'ai fait quand j'étais une jeune fille, etc. Et donc, elle part dans ses souvenirs. Donc on a à la fois le présent, avec tout ce qui se passe au niveau de l'EHPAD, de la pandémie, etc. Du manque de moyens, du fait que pendant la pandémie, dans les EHPAD, on n'avait plus assez de médicaments, on n'acceptait plus les personnes âgées à l'hôpital, donc il fallait qu'ils restent en EHPAD, mais on n'avait pas de quoi les soigner. Et en même temps, son passé qu'elle raconte, voilà, tout au long des pages. Et voilà, je pense avoir mêlé tous les sujets que j'avais envie d'aborder en une seule nouvelle, qui est un petit peu longue, hein, mais qui... et on passe vraiment de son passé, quand elle était jeune fille, à son présent, maintenant qu'elle a 80, je sais plus, 16, je crois, enfin 16 ans. Et où elle se dit, voilà, j'ai vraiment survécu à beaucoup de choses, j'ai vu des choses horribles, voilà ce qui arrive aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, on n'est pas capable encore de s'occuper des personnes âgées dans notre société, alors que, voilà, on est censé avoir pareil, hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça aussi, moi, pour l'avoir vécu avec des proches, je trouve que on n'a pas forcément, on n'est pas très tendre avec nos aînés, je trouve, surtout quand ils sont malades, quand ils sont dépendants, etc. Et en gros, qui ne servent plus à rien et que... Voilà. Ce qui paradoxalement est un lointain écho, mais finalement, du mode de fonctionnement nazi. Les inutiles... Ah ben ceux qui ne servent à rien, oui. Voilà, on les met de côté, on s'en débarrasse. Alors, on n'est pas là, mais... Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que y a l'histoire du tri qui lui revient en tête, parce que justement, là, on l'a tous vu, hein, pendant la pandémie, il y a eu un tri des patients. C'est-à-dire, non, alors cette personne a 80 ans, de toute façon, non, on ne va pas la prendre parce qu'on préfère laisser le lit qui est disponible à une personne qui a peut-être 50 ans. Et elle fait parallèle dans sa tête avec le tri quand elle est descendue du train. C'est-à-dire qu'il y avait un tri à l'arrivée des convois où il y avait des médecins nazis qui faisaient le tri entre ceux travailler, ceux qui ne pouvaient pas travailler, qui étaient en état, qui n'étaient pas en état, et hop, il y en avait qui partaient directement à la mort, d'autres qui partaient pour le camp pour y travailler. Donc elle repense, ça l'a fait repenser à ça, en fait. Et c'est comme ça aussi qu'elle va se souvenir de tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu, etc. Et voilà, donc c'était... cette nouvelle, c'était aussi une façon pour moi d'aborder des sujets qui m'ont vraiment frappé au moment de la pandémie. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est ça. C'est la façon dont on a laissé tomber finalement nos aînés. Et vous le faites avec beaucoup de délicatesse, de sensibilité, celle qu'on vous connaît. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Et vous allez pouvoir poser des questions pendant une quinzaine de minutes à notre invité. Je suis sûr que vous allez être nombreuses et nombreux, donc n'hésitez pas à vous lancer. Oui. Alors, allez-y, madame, et puis après... Cette nouvelle sur la pandémie, c'est actuel, on y retourne.
on est en plein dedans, puisque la génération des baby-boomers, on vieillit tous ensemble, et on a à affronter justement cette masse de gens âgés dont on ne s'occupe absolument pas, et on va dire, oh, on est débordés. Non, ça se prévoit maintenant. Oui, tout à fait. Mais et avec les élections et les gouvernements qui prônent, on sait quoi, on aborde quoi comme époque? Justement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire ce qui m'interpelle, moi, c'est, alors là c'est pendant la pandémie, mais c'est une réflexion générale sur la façon dont notre société traite les personnes âgées, on est en plein dedans, malades ou dépendantes. Et encore une fois, moi, pour l'avoir vécu avec des proches, j'ai compris qu'il valait mieux pas se retrouver dans un hôpital, une clinique, etc., si on n'avait pas de famille, par exemple, pour veiller sur soi. Parce que c'est vraiment des choses, enfin moi j'ai vu des choses quand même assez terrifiantes. Et on se dit, mais carrément de laisser des gens, ah ben non, maintenant la personne elle a plus de 75 ans, bon ben on va la laisser sur un brancard, et puis de toute façon, si on a le temps, fin de journée, on s'occupera d'elle. Aujourd'hui, on est une majorité de gens âgés. Forcément. Et ça va s'imposer crucialement. Ah, mais de toute façon, il va y avoir un gros problème à ce niveau-là de l'accueil, ça se prépare, des soins de santé, des hôpitaux, etc. Ça, c'est clair. Et tout le monde ferme les yeux. Alors, juste derrière vous, allez-y. Bonjour. Est-ce que vous pouvez parler le plus fort possible, sinon vous venez avec le micro? Bonjour. Bonjour. Dans l'ensemble de vos romans, on est plongé directement dans un univers, que ce soit géographique, le monde carcéral, la maison psychiatrique, enfin des choses comme ça. Est-ce que vous faites au préalable des investigations, vous vous immergez dedans? Parce que tout de suite on est pris dedans en fait. Donc quelles sont vos sources? Alors, ça dépend des romans, mais oui, il y a forcément une enquête. Alors, elle est plus ou moins longue selon le roman. Par exemple, le dernier, là, celui qui est en 2 livres, Blast et Trauma, alors là, ça m'a demandé 3 ans en tout, donc à peu près 1 an et demi d'enquête, 1 an et demi d'écriture. Parce qu'il a fallu faire des recherches sur chaque conflit, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, etc. Alors, les enquêtes, c'est soit je rencontre des gens qui sont dans ce milieu-là. Par exemple, pour Toute blesse la dernière tue, le livre qui parle d'esclavage domestique, là j'ai rencontré la présidente d'une association qui recueille ces jeunes femmes qui ont été victimes, qui m'a envoyé des tas de témoignages, qui elle-même en a parlé longuement ensemble, etc. J'ai lu des livres sur la question. Pour Blast et Trauma, ça a plutôt été grâce au Comité international de la Croix-Rouge qui m'ont envoyé, enfin ils m'ont donné accès à une bibliothèque où il y a beaucoup de films en fait. Ils ont filmé beaucoup de leurs actions, de leurs interventions, donc des films, des photos, des documentaires audio, etc. J'ai lu aussi des livres sur certains pays, sur les conflits. Voilà, donc c'est toujours des enquêtes. Si on veut se plonger dans un milieu qu'on ne connaît pas, par exemple la psychiatrie, j'ai communiqué avec 2 infirmiers psychiatriques, un cadre de santé, un infirmier. Donc, voilà, il faut parler avec les gens qui sont dans ce milieu-là, il faut enquêter sur les sujets, les thèmes qu'on veut aborder, il faut essayer de creuser ça à fond. Si on n'enquête pas, on ne peut pas aborder un sujet qu'on ne connaît pas. Donc on ne parle que de ce qu'on connaît finalement, ce qu'on connaît par cœur, sinon voilà, on ne peut pas travailler si on ne fait pas d'abord une enquête rigoureuse. J'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a un fil rouge qui relie les nouvelles, particulièrement dans leur succession, dans leur articulation? Et aussi, pourquoi J'aime votre peur? Quelle est la genèse du... Alors, J'aime votre peur, c'est le titre d'une des nouvelles, en fait. Okay. On a trouvé que pour intituler le recueil, c'était pas mal de prendre ce titre-là. Alors, dans ce recueil-là, il n'y a pas de fil rouge. Pourquoi? Parce que ce recueil, c'est un recueil de 14 nouvelles qui ont été écrites ces 20 dernières années. Alors, il y en a qui sont récentes, il y en a qui sont plus anciennes, donc il n'y a pas vraiment de fil rouge entre toutes. Je les ai choisies avec mon éditrice pour qu'elles soient toutes, justement, qu'elles abordent des sujets différents. Ça, c'était important. Je voulais qu'il y ait vraiment... on passe de sujets de société à du thriller pur et dur, voilà, je voulais qu'il y ait un peu de tout
dans ce recueil. Des nouvelles plus courtes, des nouvelles plus longues. Voilà, donc j'ai essayé de regrouper en fonction de à la fois la taille des nouvelles, leurs thèmes, leur diversité, etc., pour faire un ensemble en fait, qui m'a semblé cohérent. Mais il peut arriver, alors il y avait un recueil que j'avais fait qui s'appelait Chambre Noire, où là, toutes les nouvelles, il n'y en avait pas beaucoup, mais avaient un titre de film, par exemple. J'ai décidé de... Et chaque nouvelle avait un petit lien avec le film en question, même s'il était très, très fin, hein, le lien, mais il y avait toujours un petit lien avec le film. Voilà, ça pouvait être ça. En général, quand je fais un recueil de nouvelles, non, c'est rare qu'il y ait un thème sur le recueil. J'aime bien aller un peu dans tous les thèmes qui m'intéressent dans le recueil. Puis, moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on a aussi l'impression que vous vous adressez à vos lectrices et lecteurs. Ah oui, ben, alors, dans la nouvelle qui s'intitule « J'aime votre peur », effectivement, il faut la lire pour comprendre, mais il y a un personnage qui aime beaucoup votre peur. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'intitule « J'aime votre peur », et on a trouvé que pour le recueil, c'était un bon titre, en fait. Ça fonctionne très bien. Une autre question? Oui. Bonjour. Juste une petite question. Quand vous écrivez, par exemple, post-mortem, je ne vais pas trop le dire, Ouais. vous partez avec une finalité et vous la construisez, ou vous construisez, et ça peut-être ça vous amener à la finalité. Alors, pour celle-là, c'est un peu particulier. En général, je pars d'une idée, je n'ai pas de plan, j'avance comme ça et on verra bien ce qui se passe. Pour post-mortem, c'est un peu particulier. Effectivement, ça c'était une nouvelle qu'on m'avait demandé pour illustrer le crime parfait. Et donc j'ai réfléchi à c'est quoi le crime parfait. Je n'en dis pas plus, puisque voilà. Et donc là, j'ai un peu plus construit ma nouvelle avant de l'écrire. Voilà. Mais c'est une des rares fois où j'ai effectivement construit. Alors pas tout, hein. Il m'est resté quand même des zones d'ombre que j'ai après des changements que j'ai fait en écrivant, mais en tout cas c'est un des rares textes où j'ai fait un plan avant de me lancer, parce que je savais que ça allait être un petit peu compliqué d'arriver où je voulais arriver, et donc voilà, pour m'assurer d'aller au bout, j'ai fait un petit plan effectivement. Mais ça m'arrive très rarement les plans, parce qu'en général je ne les suis pas, donc j'en fais quasiment jamais. Sauf effectivement pour certaines nouvelles, dont Post-Mortem, vous avez bien vu le truc, c'est effectivement, je voulais arriver à cette fin-là. Donc voilà. Bonjour déjà. Bonjour. Je voulais savoir, donc vous écrivez en ce moment Acide et un autre livre. Je voulais savoir combien de livres en simultané vous pouvez écrire et s'il y a des livres que vous avez abandonnés. Alors, pour le coup, je n'écris pas en simultané, puisque, comme je l'ai justement annoncé il n'y a pas longtemps, j'étais en train d'écrire Acide, je l'ai commencé, je crois, je l'ai commencé en début 2025 ou fin 2024, et je l'avais presque terminé lorsqu'il m'est arrivé quelque chose qui a fait que j'ai dû m'arrêter d'écrire pendant plusieurs mois. Et donc en fait, ce livre, il manque pas grand-chose. Il manque en fait, il y a peut-être dessus 1 mois et demi de travail, 2 mois, mais j'ai dû arrêter. Et après, pendant plusieurs mois, je n'ai pas pu écrire, et surtout, je n'ai pas pu revenir sur ce livre-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis dit, je vais en écrire un autre. Ça m'est déjà arrivé ça, par le passé. Par exemple, Le Purgatoire des Innocents, c'est un livre qui a été écrit à moitié, laissé de côté. J'ai écrit Juste une ombre. Et après la sortie de Juste une ombre, je suis revenue sur Purgatoire des Innocents. Pareil pour Ce que tu as fait de moi. C'est un livre où je suis revenue 4 fois dessus. Donc ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et donc c'est pas vraiment simultané. Je vais laisser de côté Acide, j'en écris un autre. Et quand j'aurai fini d'écrire celui-là, peut-être qu'à ce moment-là, je reviendrai sur Acide pour le terminer. C'est fort possible, mais c'est pas certain. C'est vraiment l'inspiration, c'est quelque chose d'assez capricieux. Et je ne vais surtout pas me forcer à terminer un livre si je sens que c'est pas le moment. Voilà. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce cafouillage autour de la sortie d'Acide, parce qu'en fait, les éditeurs, bien souvent, planifient les sorties
Quand on leur dit bah, j'ai presque fini, ah ok t'as presque fini, alors ça y est, hop, on met une date de sortie, machin, la couverture, on annonce partout. Sauf que le risque c'est ça, c'est j'ai presque fini, ouais mais finalement je n'ai pas fini. Et donc on s'est retrouvé avec un livre qui devait sortir, qui n'est pas sorti. Alors après il y a plein de dates qui ont circulé sur internet, et ça continue d'ailleurs. Des gens qui vont en librairie en demandant le livre, ah ben non mais il n'est pas sorti. Bon, ouais. Donc j'ai dit bon j'espère que la prochaine fois, j'ai dit à mon éditeur que vous essayez de faire un peu moins de le faire un peu moins en avance, justement pour qu'on évite ce genre de choses, parce que moi je suis pas un auteur très fiable, j'allais dire. Tout ça, tout peut arriver. Je peux effectivement le finir, je peux m'arrêter au milieu, je peux m'arrêter juste avant la fin, c'est le cas pour Acide, il ne manque vraiment pas grand chose, mais il n'y a pas de fin, donc il faut bien. Voilà, il faut attendre qu'à un moment donné, mon inspiration me ramène vers ce livre et me permette d'écrire à la fin, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Mais du coup, je suis en train d'en écrire un autre. Voilà. Allez-y, madame.